J'y vais ou pas? Alors, passons au chapitre premier du cours, l'objectif financier de l'entreprise et de la fonction finance. Alors, les décisions financières de l'entreprise. Dans la pratique, le gestionnaire est confronté à 3 grandes décisions, qui sont la première, le choix des investissements à court terme et long terme, le choix des modes de financement à court terme et long terme, et le choix d'une politique de distribution des dividendes. Voici les 3 grandes décisions financières de l'entreprise. Le gestionnaire financier prend ces décisions en tenant compte des données internes disponibles dans l'entreprise, de l'environnement dans lequel l'entreprise opère et de son degré d'aversion à l'égard du risque. Vous allez voir dans votre livre la figure 1.1 qui fait le lien entre les décisions financières de l'entreprise et le prix de l'action en bourse. Maintenant, important, un individu a de l'aversion à l'égard du risque si, entre 2 flux monétaires dont les valeurs sont identiques, il préfère celui dont le risque, c'est-à-dire l'écart type, est le plus faible. On verra au chapitre 2 et 4 du livre par la suite comment on fait ces calculs de flux monétaires à l'ère de l'écart type. Alors, décision, il est clair que les décisions liées à l'investissement, au financement et à la distribution des dividendes sont très importantes, étant donné que ce sont elles qui déterminent les flux monétaires anticipés dans l'entreprise, leur chronologie et leur degré de risque. Alors, qu'est-ce qu'un flux monétaire? Définition. Le flux monétaire de l'entreprise pour une période donnée est défini comme étant la différence entre les rentrées et les sorties de fonds de cette période. Nous allons en discuter plus en profondeur au chapitre 2 et 4 du cours et du livre. Alors, la première, c'est la décision d'investissement. Qu'est-ce que c'est que la décision d'investissement? C'est le choix concernant les actifs à acquérir de façon à assurer la croissance de l'entreprise. La décision d'investissement est la plus importante parmi les 3 énumérées précédemment. Cette décision détermine les sommes d'argent qui seront investies par l'entreprise, de même que les actifs spécifiques qui seront retenus. Donc vous avez à la figure 1.2 de votre livre les différentes décisions ainsi que les actifs et les dettes et ainsi que la voix des actionnaires. Au bilan d'une entreprise, la décision d'investissement, c'est-à-dire l'acquisition d'actifs réels corporels, qu'est-ce qu'on appelle les actifs réels corporels, c'est-à-dire les stocks, les terrains, les bâtiments, les équipements, ou incorporels, c'est-à-dire les brevets d'invention, les marques de commerce, etc., détermine la composition de son actif. Par ailleurs, dans le cadre d'un marché des capitaux parfait, ça vous verrez cette notion plus approfondie quand vous ferez le cours de Finance 2, c'est-à-dire dans le marché des capitaux parfaits, c'est-à-dire le marché où il n'y a pas d'impôt, où il n'y a pas de frais de transaction, où il y a la rationalité des individus, où l'information est gratuite et accessible à tous simultanément, on peut démontrer qu'il s'agit de la seule décision financière ayant un impact sur la valeur de l'entreprise. Alors, Serge, il y a un problème là. Coupe. Il y a un truc qui est passé là, je ne comprends pas comment ça se fait là. Alors, la deuxième décision importante, c'est la décision de financement. Définition, c'est quoi la décision de financement? C'est la détermination des sources de fonds les plus appropriées pour acquérir des actifs réels. Alors, elle a trait à la façon dont seront recueillis les fonds dans le but de financer les projets d'investissement jugés rentables
Vous savez que dans une entreprise, on doit prendre des projets d'investissement rentables. Ceux qui ne sont pas rentables risquent de nuire à l'entreprise et même de créer que l'entreprise fait faillite. Il s'agit pour les gestionnaires de financer de façon la plus optimale possible en le prenant les obligations, les actions privilégiées, les actions ordinaires, les titres convertibles, d'amasser les fonds nécessaires au développement de l'entreprise. Au bilan de l'entreprise, la décision de financement, c'est-à-dire la vente d'actifs financiers ou valeurs mobilières, c'est-à-dire les papiers commerciaux, les obligations, les actions, aux investisseurs, détermine la composition de son passif. Alors, la troisième décision et la dernière, c'est la décision relative à la politique de dividende. Définition, c'est quoi la décision relative à la politique de dividende? C'est le choix entre le réinvestissement des bénéfices de l'entreprise ou leur distribution en espèces aux actionnaires. Cette décision détermine le pourcentage des bénéfices qui seront versés en argent aux actionnaires, la stabilité temporelle des dividendes, les dividendes en actions et le rachat d'actions. À l'instar de la décision de financement, la décision relative à la politique de dividende n'influence pas la valeur de l'entreprise dans le cadre d'un marché de capitaux parfait, comme je l'ai mentionné déjà il y a 2-3 slides. Alors, les décisions financières à court terme versus les décisions financières à long terme. Les décisions financières à court terme ont un impact sur les postes à court terme du bilan. Ça, vous avez vu ça en comptabilité 1, c'est-à-dire les espèces, les quasi-espèces, les placements à court terme, les comptes clients, les stocks et les dettes à court terme. Pour leur part, les décisions financières à long terme touchent les postes à long terme du bilan, c'est-à-dire immobilisation, dettes à long terme et les avoirs des actionnaires. Les décisions financières à court terme ont un effet sur la rentrée et les sorties de fonds de l'entreprise de la prochaine année, alors que l'impact des décisions financières à long terme sur les flux monétaires de l'entreprise se fera sentir dans plusieurs années. Les décisions financières à court terme sont prises quotidiennement, alors que les décisions financières à long terme sont prises de façon discontinue ou sporadique, c'est-à-dire de façon aléatoire. Contrairement aux décisions financières à court terme, qui peuvent absolument être corrigées rapidement, les décisions financières à long terme engagent l'avenir de l'entreprise et sont dans la plupart des cas difficilement réversibles. Pour analyser les décisions financières à long terme, on doit recourir aux méthodes basées sur l'actualisation. Nous verrons cette méthode quand nous ferons le cours sur les mathématiques financières à la semaine 6 des flux monétaires, alors que de telles méthodes ne sont pas nécessaires pour analyser les décisions financières à court terme. Les décisions financières à court terme font plutôt appel à la recherche opérationnelle. Ceux qui sont en finance auront un cours de recherche opérationnelle à faire. On applique cette recherche opérationnelle lorsqu'on fait la gestion de l'encaisse et des stocks, ou à l'analyse discriminante concernant la gestion des comptes clients. Alors, les décisions financières et la relation risque-rendement. La plupart des décisions financières de l'entreprise ou d'un investisseur impliquent un arbitrage entre le risque et le rendement espéré. En général, plus l'entreprise ou l'investisseur est disposé à supporter un degré de risque substantiel, plus le rendement espéré est élevé. Alors, maintenant nous allons voir un objectif financier de l'entreprise qui est le plus important. Et c'est lequel? C'est la maximisation de la richesse des actionnaires. Comme les actionnaires ordinaires sont les véritables propriétaires de l'entreprise, les décisions financières devraient normalement viser à maximiser la richesse de ce dernier. Ça veut dire que la plupart des décisions prises au sein de l'entreprise servent à maximiser la richesse des actionnaires de l'entreprise. Concrètement, cette richesse peut se définir comme étant la somme des dividendes versés et de la valeur marchande des actions ordinaires de l'entreprise. Ainsi, dans l'intérêt des actionnaires, les gestionnaires devraient retenir tous les projets d'investissement
qui ferait augmenter la valeur marchande des actions ordinaires. Quels sont les incitatifs à la maximisation de la richesse des actionnaires? Les objectifs des gestionnaires de l'entreprise ne sont pas nécessairement identiques à ceux des actionnaires. Ainsi, les gestionnaires peuvent être portés à prendre des décisions d'investissement et de financement plutôt conservatrices, afin de minimiser le risque de la faillite de l'entreprise et ainsi assurer de conserver leur emploi. Les actionnaires disposent cependant de certains moyens afin d'accroître les chances que les actionnaires agissent dans leur intérêt. On peut dire par exemple la mise en place de systèmes de rémunération à base d'options d'achat, d'actions, permettant aux gestionnaires d'acquérir des actions de la compagnie à un prix fixé à l'avance. C'est ce qu'on appelle le prix d'exercice, et ce pendant une certaine période de temps. Deuxième exemple, la menace d'une prise de contrôle externe qui plane lorsque l'action de l'entreprise est sous-évaluée parce que les décisions prises par les gestionnaires en place ne permettent pas de maximiser la valeur boursière de l'action. Voici 2 cas spécifiques. La maximisation des bénéfices versus la maximisation de la richesse des actionnaires. Supposons que les gestionnaires prennent des décisions ayant pour conséquence de maximiser les bénéfices de l'entreprise. En résultera-t-il pour autant une richesse maximale pour les actions de l'entreprise? La réponse à cette question est négative. Voyons un exemple. Supposons le cas d'une entreprise ayant actuellement 1 million d'actions en circulation et dont le bénéfice total s'élève à 2 millions de dollars, c'est-à-dire que c'est 2 dollars par action. Cette entreprise décide d'émettre 1 million de nouvelles actions et investit les fonds reçus dans des projets d'investissement ayant pour effet d'augmenter les bénéfices totaux de 1 million de dollars. Le bénéfice par action passera alors à 1,50 $. C'est-à-dire on prend 2 millions plus 1 million divisé par 1 million plus 1 million, ce qui fait 1,50 $. Il en résultera vraisemblablement une baisse de la valeur marchande de l'action ordinaire et par conséquent la richesse des actionnaires. On sait, vous avez vu au cours de comptabilité 1, que le ratio cours-bénéfice, c'est la valeur marchande de l'action divisée par le bénéfice par action. Maintenant, qu'est-ce que le risque? Le risque, c'est la probabilité que le résultat réel s'écarte du résultat espéré. Qu'est-ce que la valeur temporelle de l'argent? La valeur temporelle de l'argent, c'est la valeur d'une somme d'argent donnée en considérant le moment où elle sera reçue. Et les méthodes comptables utilisées par l'entreprise sont très importantes. Alors, vous prendrez la figure 1.3 à la page 15 de votre livre, la structure organisationnelle de l'entreprise et la fonction finance. Donc, vous avez ici l'organigramme de la fonction finance au sein d'une entreprise. Comment est considérée la fonction finance et la structure organisationnelle de l'entreprise. Ça, c'est très important, je vous demande de bien garder ça. Voilà ce qui clôt le chapitre 1 concernant l'objectif financier de l'entreprise et la fonction finance.